Bon, on va pouvoir démarrer. Donc, encore une fois, bienvenue à nos OVH Cloud Tech Talks. Et ce soir, on va parler Kubernetes, on va parler Arbor, on va parler opérateur Kubernetes et on va parler open source. Et pour ça, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Pierre Perronnet de la team Kubernetes chez OVH Cloud et aussi maintenant un des maintainers des projets Arbor. Il va vous raconter cette histoire de pourquoi, comment et ce voyage autour de la création de l'opérateur Arbor pour Kubernetes. Pierre, c'est à toi. Merci Horacio. Bonsoir à tous. Donc bienvenue à ce talk, comme vient de le dire Horacio. On va parler maintenant de l'opérateur Arbor et évidemment d'où vient ce projet, pourquoi on a fait ce projet et d'un peu l'historique de ce projet. Et vous allez voir que on va dans un endroit merveilleux, le monde du conteneur. Alors l'opérateur Arbor, c'est une nécessité pour certains. En l'occurrence, vous le voyez en haut, c'est OVH Cloud, mais ça va profiter à tous parce qu'on l'a open sourcé. Donc d'abord, je me présente, Pierre Perronnet, je suis DevOps chez OVH depuis un peu plus de 4 ans. J'adore l'automatisation des outils informatiques, des services, de tous les produits. Et du coup, je suis devenu addict à Kubernetes, parce qu'en plus d'automatiser, il permet de standardiser. On va le voir un peu plus loin. Alors, pour faire la rétrospective du projet, d'où vient cette idée d'opérateur Arbor? Tout d'abord, ça vient d'un besoin chez OVH de proposer un nouveau service, proposer un nouveau produit pour nos clients, qui sont notamment clients Kubernetes. Vous savez, sans doute, sur Kubernetes, il faut déployer, en tout cas on peut déployer des images Docker. Ces images Docker, on a besoin de les stocker quelque part. On a besoin de stocker ces images, on a besoin que l'accès à ces images soit achat hautement disponible et que les API derrière soient scalables. On a besoin aussi de gérer leurs accès, gestion de namespace et d'utilisateurs, ce qu'on appelle les RBAC. Et en plus, on aurait aimé, à l'époque, on ne savait pas trop si c'était un vrai besoin, de stocker des charts Helm, d'avoir la scan de vulnérabilité de ces images Docker et de pouvoir signer ces images pour savoir d'où ils viennent, pour connaître leur provenance. Et surtout pour certifier leur provenance. Du coup, on s'est mis à la recherche des solutions existantes. On est parti de la registry Docker native qui gère les images Docker, mais on s'est vite rendu compte que c'était limité, ne gérait pas les accès et les utilisateurs, et puis ça ne gérait que des images Docker. Du coup, on est vite tombé sur deux autres projets, Arbor qu'on voit à gauche et Portus qu'on voit à droite. Alors on s'est penché sur ces deux projets, et puis assez rapidement, on a fait le choix de Arbor. La première raison, c'est la popularité, puisque qui dit un projet qui a 11 000 stars par rapport à 2600 dit qu'il y a plus de remontées de bugs, plus de commitment et plus de features développées par différentes communautés. Évidemment, c'est un projet qui est plus vivant. Donc c'était quand même assez pertinent de s'occuper de la popularité du projet. Mais en plus de ça, on s'est rendu compte qu'il faisait partie du monde cloud native, c'est-à-dire faire partie de la fondation CNCF, tout comme le projet Kubernetes, qui fait partie de la fondation CNCF. C'est un gage d'interopérabilité entre les deux, et c'est un gage, en tout cas, ça montre qu'on aimerait en faire un standard par la suite, poussé par la CNCF justement. Et cerise sur le gâteau, Arbor peut être déployé facilement, on verra que c'est pas si facile que ça, facilement avec une charte Helm qui était déjà disponible avant que nous, OVH, on intervienne. Alors Arbor, c'est quoi? Arbor, on a dit on avait tout un tas de besoins de stocker des images, que ce soit achat, que ça gère les utilisateurs. En fait, c'est tout plein de briques différentes et ça en fait la glue. Arbor, ça fait la glue entre Chart Museum qui permet de stocker les charts Helm et la gestion des utilisateurs qui est fait par Arbor Core. Ça fait la glue entre Claire qui fait scanner les vulnérabilités
des images qui sont stockées sur la registry. Finalement, Arbor Core, en plus d'une gestion de user et de namespace, ce n'est entre guillemets que de la glue. Même si la glue, c'est sans doute le plus difficile à faire pour un projet comme ça. Pour finir le tour d'horizon, il y a quand même Notary que j'ai pas énuméré. Notary, le logo est en bas à gauche. Ça permet de signer les images. Claire, le logo est juste au-dessus et c'est ce qui permet le scan de vulnérabilité. Voilà, là on a fait le tour des composants. C'est les composants core et critiques, mais il y a aussi des dépendances que j'ai listées en dessous, qui est un Nginx, un ou plusieurs Postgre et du Redis. Du coup, on comprend bien que c'est tout un tas de composants et que ça peut être un peu compliqué à opérer. Donc Arbor, on l'a dit, ça vient avec une charte Helm, et du coup, ça semble facile à déployer. On fait un Helm install, et puis voilà, finalement, c'est fini, on a installé notre Arbor. Ok, c'est vrai, mais c'est pas si simple. Comment on va configurer notre Arbor? Donc, on a quelques configurations qui sont disponibles dans la charte. Par exemple, on va pouvoir choisir on va pouvoir choisir quoi? On va pouvoir choisir l'endroit où on le déploie et quel volume on utilise sur Kubernetes. C'est bien, mais ça amène quelques complications, puisque vous avez déjà vu un volume de 200 Go monter dans Kubernetes. Alors c'est faisable, oui. Des volumes de 1 Tera, ça doit rester faisable, j'ai jamais essayé. Des volumes de 2 Tera, on va sans doute heurter des problèmes. Du coup, c'est facile, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui va pas tenir sur du long terme. En plus de ça, quand on fait un Helm install, on déploie un pod Nginx. Alors, le pod Nginx, il va servir à quoi? Il va servir à router les requêtes pour que si on veut communiquer avec la registry, la requête se fait directement redirigée au bon endroit. Si on veut communiquer avec Core ou avec Notary, par exemple, ça va router au bon endroit. Alors, c'est bien, mais il y a évidemment un mais, sinon je ne l'aurais pas mis dans cette liste. Le mais, c'est que le pod Nginx que déploie la charte Helm, c'est le boulot d'un ingress controller. L'ingress controller est spécifiquement là pour ça, spécifiquement là pour router les requêtes en fonction soit du nom de domaine, soit du chemin du call API. Du coup, on a une duplication du service. Pour un service, on imagine que c'est pas bien grave. Quand on déploie 2 Arbor, on se dit que c'est dommage. Et puis finalement, quand on avait déjà un ingress controller, on se dit que le pod il sert à rien. Et voilà. Donc voici le mais. L'autre cas, c'est quand on fait un Helm install, on se rend compte qu'on va déployer une DB par client. Alors je l'appelle client, mais en fait une DB par stack, où il y a Arbor Core, Notary, il va y avoir Claire qui ont besoin de leur database. Pour certains cas, on aimerait quand même pouvoir mutualiser. On va voir la slide après qu'en fait mutualiser, c'est pas pour le défi, c'est aussi pour rendre service au client. Quand on fait un Helm install, les pods se retrouvent éparpillés dans tout le cluster. Il faut faire attention où tournent nos pods, où tournent ces services-là, puisqu'on pourrait optimiser les flux, on pourrait réduire la latence, on pourrait vraiment avoir un avantage à choisir où est-ce que tournent nos pods. Du coup, Helm install, on voit qu'il ne fait pas ça aussi parfaitement qu'on souhaiterait. Du coup, ce que je vous expliquais avec les mais, ce sont les besoins d'un cloud provider. Nous, ce qu'on a besoin, c'est effectivement d'un Arbor par client. On a besoin que chaque client puisse avoir ses propres affaires. On veut pas que les noms d'utilisateurs, la liste des utilisateurs d'un client A se retrouve finalement avec la liste d'utilisateurs de Gertrude. Ça ferait pas bon ménage. On a besoin qu'ils puissent déployer leur Arbor à la volée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut simplement dire que le lundi, quand il arrive, le client et qu'il se dit mince, j'ai une nouvelle équipe, je veux restructurer mon entreprise, ou mince, j'ai un nouveau projet, je veux déployer un Arbor, il appuie sur un bouton, il y a un Arbor qui démarre. Ça a l'air de rien, mais avec la charte Helm, par défaut, c'est pas une API. Helm install, c'est pas une API. On ne peut pas demander au client de faire un Helm install. Alors j'ai parlé d'isoler les clients, mais on a aussi besoin de mutualisation. Mutualiser les services, les outils, ça permet de réduire les coûts et du coup de fournir un service
à coût amoindri. Et on a besoin aussi de mutualiser les outils parce que ça permet de réduire la surface à monitorer. Si on a une dB pour 4 services, c'est pas pareil que si on a 4 dB pour 4 services, parce qu'il y a 4 fois plus de choses à monitorer. En plus de ça, parce qu'on est un cloud provider, on aimerait réutiliser des services existants. Alors je dis parce qu'on est un cloud provider, mais finalement, chez vous, dans n'importe quelle entreprise, on a ce besoin-là, où il y a une équipe qui sait gérer des DB, qui sait faire du PostgreSQL as a service, du Redis as a service, etc. Eh bien, on aimerait le réutiliser parce qu'ils ont la connaissance métier, ils sont experts sur leur domaine, et finalement, ils font les choses mieux que ce que nous, on pourrait faire, je veux dire, avec une configuration basique. Sinon, il faudrait aller leur demander de tout tweaker, de tout configurer, et finalement, leur boulot, il est déjà fait en délivrant les services PostgreSQL as a service. Du coup, on va réutiliser les DB qui existent, les services qui existent, l'object storage qui existe, et ça va nous faire gagner du temps, du coup de l'argent. Ça va nous réduire nos surfaces à monitorer également, parce que le DB, il est même plus à monitorer, il est monitoré chez nos amis de l'équipe qui va bien, voilà, etc. En plus de ça, on peut réutiliser une ressource existante, je l'ai nommé tout à l'heure, c'est l'ingress controller. Normalement, tous ceux qui ont joué avec Kubernetes pendant, je vais dire, allez, 1 mois, 2 mois, on s'est rendu compte qu'il fallait exploiter des API, et du coup, l'ingress controller, c'est quand même assez sympa. On a un ingress controller quasiment tous sur notre cluster Kubernetes. On aimerait mutualiser ce routage des requêtes avec l'ingress controller. On n'a pas envie d'avoir un Nginx par client. Et le dernier point, c'est le monitoring. C'est un de nos besoins évidents, qui est de pouvoir monitorer la plateforme. La plateforme Kube est déjà monitorée parce qu'on utilise du Kubernetes managé. On a besoin de monitorer l'applicatif. Donc l'applicatif, c'est savoir si l'application a redémarré, si oui, combien de fois, savoir si elle est vivante ou pas. Mais on a aussi besoin de monitorer la couche métier, savoir si un Docker push ou un Docker pull fonctionne bien, savoir si l'upload d'une image Docker a bien fonctionné et si le layer est bien valide. Voici nos besoins. Du coup, les besoins d'un cloud provider, on pourrait y répondre avec un opérateur. Je suis parti du principe qu'on le déployait sur Kubernetes et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Je ne vais pas faire tout le détail du Kubernetes, mais je vais vous expliquer que Kubernetes a quand même quelques avantages en termes de développement et de déploiement. Le premier, c'est la gestion des accès. Pour créer un Arbor, pour déployer une stack Arbor, il faut créer une ressource Arbor. C'est quoi? C'est un call API. Ce call, il est déjà sécurisé par Kubernetes. Il y a déjà une gestion d'utilisateurs. On peut même brancher différents protocoles dessus, que ce soit le OAuth, un LDAP ou whatever. On peut vraiment brancher beaucoup de choses et en fait, on n'a pas besoin, nous, de le réinventer. Réinventer la roue, finalement, on va le voir à chaque étape. C'est vraiment un truc qu'il faudrait éviter. Et comme vous le dit Snoopy en bas à droite, le mieux, c'est d'être le plus fainéant possible. La gestion des accès est déjà gérée par Kube. Ce que gère Kube aussi, c'est la vérification des entrées. Alors, entrée, je parle de input en termes d'API, puisqu'on a de l'OpenAPI derrière. OpenAPI, c'est Swagger sous un autre nom. C'est finalement, on va nous dire, ce champ-là, je veux que ça soit un entier qui soit compris entre temps et temps. Et tout ça, c'est un format très simple de description. On peut le faire au format YAML, au format JSON. C'est standard, c'est centralisé, c'est automatisé. Pourquoi je dis automatisé? Parce que si on prend la dernière, l'API extensible, finalement, Kubernetes est allé jusqu'à automatiser la création d'API. Créer une API, c'est quelque chose qu'on sait à peu près tous faire. Je veux dire, tous les développeurs avec un peu d'expérience savent faire une API. Il faut un moteur d'API, que ce soit en Node, que ce soit en Go, que ce soit en Python, en Java. Il faut un moteur d'API et faire derrière le modèle qui va bien. Modèle vue contrôleur ou d'autres, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a à peu près tous appris, que ce soit à l'école ou sur le tas. Mais Cube, ils ont fait plus fort et ont dit qu'une création d'API, en fait, c'est un call API.
pour créer une API, tu appelles une API. C'est pour ça que j'ai mis APIception. C'est vraiment quelque chose où finalement on va dire tout est automatisé. En plus de ça, l'API qui est créée, elle est versionnée. Alors versionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement si l'API qu'on avait créée à l'origine ne convient plus aux besoins, on veut la faire évoluer, on va pouvoir faire une version différente et faire des transitions entre les versions. S'intégrer à Kubernetes, c'est avoir toutes ces fonctionnalités, c'est vraiment très intéressant. En plus de ça, Kube propose un côté événementiel où on va pouvoir watch des ressources, on va pouvoir vérifier, enfin être prévenu en temps réel que la ressource a été modifiée ou même créée. Ça apporte de l'instantanéité et évidemment de l'optimisation, plutôt que d'avoir un temps de décalage ou d'avoir une routine régulière qui va s'assurer qu'il n'y a rien de nouveau à traiter. Ça optimise tout ça. En plus de ces 4 fonctionnalités, on a l'intégration avec les autres API. Comme je le disais, créer une API, c'est simple, c'est un call API. Ok. Et ben, du coup, n'importe qui va pouvoir créer nos API, va pouvoir créer ses API. N'importe qui va pouvoir créer ses API avec sa gestion d'accès et d'utilisateur. Et finalement, on a poussé le vice puisque n'importe quel outil qui a déjà des accès va pouvoir appeler avec les bons accès, va pouvoir appeler d'autres opérateurs, d'autres ressources, d'autres contrôleurs et avoir accès à tous les feature sets de Kubernetes. Un protocole commun, des accès centralisés, des ressources modifiables par n'importe qui. C'est voilà, des features en plus. J'ai parlé d'événementiel, maintenant je vais parler rapidement de Webhook. C'est un petit peu différent. Quand je disais événementiel tout à l'heure, je voulais dire avoir un watch, avoir enfin voilà, une connexion directe avec l'API qui va nous trigger quand ça va. Là, on a un webhook où on va finalement pouvoir modifier les données à la volée. Quand je parle de webhook, ici, on va laisser de côté le default webhook et on va parler du mutating webhook. Mutating webhook qui va permettre de modifier les données à la volée. Je voulais quand même le mettre parce que chez OVH, on utilise le mutating webhook pour ajouter des fonctionnalités à notre opérateur. On a un opérateur qu'on a open sourcé. Et il y a des choses qu'on ne peut pas rendre publiques parce que c'est une intégration profonde au SI d'OVH. Savoir comment un client, quand une stack Arbor a été facturée en interne d'OVH, on ne peut pas open sourcer. Non pas qu'on ait des choses à cacher, mais simplement ça n'intéresse personne, ça alourdit la base code et ça n'a aucun intérêt. Du coup, on va pouvoir jouer avec des webhooks pour être trigger et ajouter de l'information aux ressources que l'on crée dans Cube. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Parce qu'on a l'impression que tout est déjà fait, il ne nous reste plus que le code métier. Le code métier, finalement, qui est pourquoi on est sur ce projet, c'est uniquement pour le code métier. Tout le reste, finalement, c'est des choses qui existent un peu partout et on n'a pas besoin de le faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le code métier. Je l'ai dit 3 fois, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment le plus important. Du coup, il faut se souvenir de ça, il faut être fainéant et ne s'occuper que du code métier, que de l'objet de notre projet, de votre projet. Je vais pas vous faire la phrase parce que c'est notre projet, mais l'idée est là. Du coup, vous l'avez compris, on cherchait à faire un opérateur. Un opérateur, c'est bien, il en existe des centaines sur Internet, sans doute des milliers, même peut-être plus. On cherchait un opérateur pour gérer des arbors. On s'est vite heurté à un petit problème qui était que ça n'existait pas. Du coup, au fur et à mesure du projet, on a compris qu'un opérateur c'était nécessaire et on a aussi compris que ça n'existait pas. Alors pour retracer, en janvier 2019 de l'année dernière, du coup, on a commencé l'étude et la réflexion sur le projet. En avril, on a commencé des POC avec une API qui faisait des machines à kubectl, qui déployait tous les composants Arbor comme il pouvait. Ensuite, on a automatisé et en juin, on a ouvert la bêta. Tout au long de notre projet, on s'est quand même rendu compte qu'on avait besoin de l'opérateur. Du coup, en août, on a commencé le développement de l'opérateur. En août, on a commencé. En septembre, il était, je vais dire, à peu près stable. En octobre, on a commencé les discussions avec l'équipe Arbor, où on s'est rendu compte qu'eux avaient également ce besoin-là
et du coup, ils étaient intéressés pour qu'on travaille ensemble. Et finalement, au cours des discussions avec des réunions relativement régulières, en mars, on a pu ouvrir le code, on a pu publier le code sur le dépôt GitHub de Arbor. Au passage, en mars 2020, on a aussi mis en production notre produit, notre service de conteneurs registry. Et puis en avril, voilà, je suis en talk avec vous. Et c'est super sympa, je suis content d'avoir un public pour ce talk. Un opérateur, c'est un code métier. Un code métier, c'est quoi? C'est une boucle de réconciliation. On n'a qu'une seule chose à faire quand on écrit un opérateur, c'est savoir réconcilier un objet. Réconcilier un objet, c'est le mettre dans l'état attendu. On demande une ressource Arbor qui indique à l'opérateur « je veux toute la stack Arbor ». Il faut que l'opérateur fasse tout son possible pour déployer cette stack Arbor. C'est son seul job, c'est réconcilier l'objet et tomber dans un état cohérent. Un état cohérent, finalement, c'est pas si facile parce qu'il y a beaucoup de composants. On va le voir un peu plus loin, mais dans chaque composant, il y a aussi beaucoup de ressources. Et pour chaque ressource, il y a beaucoup d'états possibles. Est-ce que ça a été effectivement déployé? Est-ce que c'est finalement actif? Ou est-ce que c'est en erreur? Qu'est-ce qu'on fait dans un cas? Qu'est-ce qu'on fait dans l'autre? C'est pas si évident que ça. En plus de ça, il y a des dépendances qui sont externes. Pareil, je vous expliquerai un peu plus tard ce que j'appelle des dépendances externes. Mais on est parti du principe que l'opérateur ne devait pas tout faire non plus. De la même façon que Arbor s'est appuyé sur des outils existants, s'est appuyé sur la registry Docker existante et s'est appuyé sur Notary qui existait déjà, l'opérateur s'appuie sur des composants qui existent déjà. Maintenant, que faire en cas d'erreur? Pour retomber dans un état cohérent, le mieux à se poser comme question, c'est est-ce que cette erreur peut être corrigée? Est-ce qu'elle peut être corrigée, 1, par l'opérateur? Est-ce qu'elle peut être corrigée, 2, par quelqu'un externe à l'opérateur et ça veut dire qu'il faut simplement retry pour plus tard? Ou est-ce qu'elle ne peut pas être corrigée parce que l'entrée est invalide ou incohérente par rapport à la version de l'opérateur ou par rapport à quoi que ce soit? Et si on arrive à répondre à ces questions-là, on arrive dans un état cohérent. Du coup, on a le sentiment que OVH Cloud, ça sort l'artillerie lourde pour répondre à son besoin. En fait, on vient de le voir, c'est qu'une boucle de réconciliation, c'est pas si lourd que ça. C'est un petit peu lourd à coder, un petit peu lourd à développer parce qu'il y a pas mal d'états et de conditions à gérer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est léger à faire tourner. On parle d'un code Go qui est assez rapide. Pour ceux qui seront intéressés, vous pourrez le lancer et le tester chez vous avec le tracing. Mince, j'ai spoilé un peu la suite. Mais on a des outils qui vont permettre de voir que ça poutre assez bien, si permettez-moi l'expression. Et finalement, c'est extrêmement léger au moment de l'exécution du code. Donc ça sort l'artillerie lourde, oui, mais en fait non, c'est pas si lourd que ça. Le projet va permettre de manager des stacks Arbor aisément. Alors, la phrase est assez claire, ça va le faire aisément. Une fois qu'on lance l'opérateur, c'est super facile, on n'a rien à faire, l'opérateur est censé couvrir tous les cas. Du coup, n'importe qui va pouvoir utiliser cet opérateur. Quelqu'un qui a besoin d'un Arbor avec la config par défaut, pourquoi installer la charte Helm alors qu'on va pouvoir installer l'opérateur qui finalement fait pareil, mais avec du supplément qui est la réconciliation et gérer des états incohérents, là où Helm, une fois qu'on a installé la stack, il va plus s'occuper de voir si la stack fonctionne encore. Du coup, on voit bien que l'opérateur peut répondre à beaucoup de besoins et finalement n'importe qui va pouvoir l'utiliser. L'opérateur, c'est quoi? C'est un dépôt sur GitHub, on l'a dit. Du coup, c'est du code Go. Du code Go, il va envelopper une Custom Resource Definition. Custom Resource Definition, autrement CRD. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'API Extensible. C'est toutes les spécifications qui vont décrire la ressource Arbor. Tout à l'heure, je disais que pour déployer une stack Arbor, il fallait créer une ressource Arbor. Cette ressource Arbor, elle est définie par cette CRD.
En plus d'une CRD, c'est un contrôleur. Le contrôleur, on vient de le voir, permet de réconcilier la ressource. On voit ici que le dépôt a l'air relativement simple. Le plus compliqué, c'est les 7 composants qui arrivent. Pour chaque composant, je ne vais pas vous les relister, mais on parle de Chart Museum, on parle de Job Service, on parle de Portal. Euh, Job Service étant le moteur de tâches asynchrone, Portal étant la UI. Pour chacun, on a besoin de déploiement et de services Kubernetes. On a besoin également de secrets et on a besoin de config map. Alors j'aime bien utiliser les mots français, surtout à l'écrit. Alors config map, carte de configuration, j'aurais peut-être pas dû. Du coup, dans certains cas, je vais quand même parler en anglais et l'écrire en anglais. L'ingress, par exemple. L'ingress, ça fait partie aussi de tous ces composants et chaque composant va pouvoir ou pas avoir son ingress s'il le souhaite. Donc l'opérateur gère les ingress de la même façon que la charte Helm gère un pod Nginx standalone. En plus de l'ingress, on a besoin de certificats. Certificats pour signer les images, certificats pour certifier les communications entre Arbor Core et la registry. Donc, pourquoi j'ai mis l'ingress et les certificats à la fin? Ces deux ressources ont un point commun, c'est que c'est des ressources qui sont dépendantes d'opérateurs externes ou de contrôleurs externes. Là où l'ingress, on parle d'ingress contrôleur, le certificat, je vais parler moi de Cert Manager, qui est un opérateur open source également, qui va générer des certificats. Donc oui, l'opérateur va s'appuyer sur d'autres opérateurs. Et en fait, c'est une bonne chose. Là où l'opérateur, ce qu'il a besoin de savoir faire, c'est orchestrer des services Arbor Core, Notary et Registry, il n'a pas besoin de savoir générer un certificat suivant le type, suivant la longueur de la clé, suivant plein de choses. Lui, ce qu'il veut, c'est un certificat, et puis il y a le cert manager qui va passer derrière et dire oh bon bah voilà, ton certificat il est là. Donc en fait, de la même façon que Arbor s'appuie sur des ressources, enfin sur des composants déjà existants, l'opérateur s'appuie sur des composants également déjà existants qui sont d'autres opérateurs. Qu'est-ce que c'est faire l'opérateur? L'opérateur, il s'est déployé une stack Arbor. Bon, heureusement, c'est un peu finalement le minimum qu'on pourrait lui demander, c'est de déployer et d'orchestrer la stack Arbor. Mais en plus de ça, on a ajouté l'open tracing. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. L'open tracing qui va permettre de suivre ce qui se passe dans l'opérateur et dans les différentes fonctions du contrôleur. Ça va permettre de mieux comprendre et de faciliter le développement. Et on est assez attaché à la facilité de développement parce qu'on l'a construit avec KubeBuilder. J'en ai pas parlé d'ailleurs, si vous voulez, je vous en parlerai à la fin. Comme on l'a développé avec KubeBuilder, l'opérateur peut être lancé soit dans un cluster, c'est-à-dire dans une image Docker qu'on fait tourner dans un cluster Kubernetes, soit en dehors du cluster, soit dans une image Docker également, soit directement depuis son desktop en compilant l'opérateur et en le lançant sur sa machine. Et en fait, c'est juste un bonheur pour développer. Ça évite tout le pipeline de déploiement de l'application, alors qu'on manipule toutes les ressources Kubernetes. En plus de ça, pour faciliter l'utilisation, on a des valeurs par défaut. Ça paraît bête, mais dans la ressource Arbor, on peut spécifier, puisqu'il y a des valeurs par défaut, on n'est pas obligé de le faire, mais on peut spécifier les images à utiliser pour des différents composants. Si on veut déployer une registry Docker avec une image particulière, avec une image custom ou avec une version particulière, c'est possible. Mais on voulait pas demander sur chaque call API spécifier cette valeur, donc on a mis des valeurs par défaut. Pareil, ça simplifie l'utilisation. Aujourd'hui, l'opérateur sait gérer la version 1.10 d'Arbor. C'est bien, mais on aimerait encore aller plus loin, et donc il reste des fonctionnalités. Ce serait de pouvoir gérer plusieurs versions d'Arbor. Arbor a une release candidate, ou d'ailleurs je ne sais pas s'ils l'ont release, si c'est le cas, c'est cette semaine, la 2.0. Ils ont une 2.0 qui est dans le pipe avec beaucoup de fonctionnalités. L'opérateur devrait pouvoir gérer la 1.10 et la 2.0, et voire même la mise à jour de la 1.10 vers la 2. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille et on aimerait avancer assez rapidement. On l'a vu, on a une custom ressource Arbor
qui va gérer plein de composants différents. Qui finalement, une ressource Arbor nous dit quelle image registrée je veux déployer. Une ressource Arbor nous dit combien de pods Notary je veux déployer. La ressource Arbor, elle déploie une stack Arbor. On change un peu notre façon de voir et on se dit que ça serait bien d'avoir différentes API. Finalement, une stack Arbor, ça serait des dépendances vers d'autres ressources et on est parti pour créer 7 CRD différentes. Une CRD qui va gérer la réconciliation d'une registrie, une CRD qui va, enfin, des services registries, des ressources registries, une CRD qui va gérer la réconciliation des notaries, une CRD qui va gérer la réconciliation des job services, etc., etc. L'avantage que ça a, c'est que le jour où la Docker Registry a son propre opérateur, finalement, c'est beaucoup plus simple pour nous, beaucoup plus modulaire pour nous de se dire on utilise maintenant l'opérateur officiel de la registry Docker et avec leur ressource qui va bien. Et pour nous, on change quasiment rien dans notre code puisque c'est déjà isolé en termes d'API. On aimerait ajouter de la gestion des statuts des ressources externes. Tout à l'heure, je vous ai dit, on est dépendant de ressources externes, notamment Cert Manager et l'Ingress Controller. L'opérateur ne sait pas encore quand est-ce qu'un certificat a été correctement généré. Du coup, il y a quelques bugs qui sont liés à ça. Ils sont dans notre pipe, on les a bien isolés et on les a intégrés à nos futurs développements qui va passer par ça, gestion des ressources externes. Il faut que notre réconciliation s'arrête sur le statut d'un certificat. Est-ce que le certificat a été créé, oui ou non? Non, il n'a pas été créé, je reviens plus tard. Je ne peux pas encore créer le pod de registry, puisque le pod de registry a besoin du certificat. Voilà, on a besoin de gérer ces statuts. En plus de ça, pour le bien de tout le monde, on aimerait pouvoir déployer l'opérateur grâce à une charte Helm. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire écrire un template de charte Helm et on va pouvoir faire un Helm install de l'opérateur de la même façon qu'on fait un Helm install d'un Arbor en particulier. On aura la même facilité d'utilisation, mais avec des fonctionnalités beaucoup plus évoluées. Donc évidemment, pour la suite, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous pour faire ces futurs développements. On a besoin de vous parce que c'est prometteur. On a besoin de vous parce que c'est un projet innovant et seul. Je veux dire, il n'existe pas d'autres opérateurs Arbor. C'est pas une révolution, c'est juste un besoin parce que ça n'existe pas. On aimerait le faire le mieux possible avec le plus de ressources possible. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est sur le GitHub de Arbor, github.com/goarbor. Voilà, c'est tout pour moi. Donc maintenant, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si Et vous je laisse avez la des main à questions, Horacio sans vous doute. pouvez les poser maintenant via l'interface GoToWebinar. Et de toute façon, merci beaucoup Pierre pour la présentation. Ça va être mis sur YouTube avec les slides en début de semaine prochaine, vu que demain est férié. Et j'espère que ça vous a plu. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que demain ou lundi, plutôt lundi, on annoncera le contenu de Tech Talk de la semaine suivante. Chouette. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, non, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Si, il y a une. Comment gérez-vous le stockage? Je crois lire. Oui, comment gérez-vous le stockage? Alors, très bonne question. Je ne suis pas rentré dans le détail des configurations possibles. Ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que de la même façon que la registrie est dépendante d'une configuration, puisque il y a un fichier de config dans l'image Docker, l'opérateur va être dépendant de configuration quand on déploie la stack Arbor. C'est-à-dire que la stack Arbor, on va lui dire la configuration de la registrie est à cet endroit-là, c'est une config map. Si je reviens sur la slide qui va bien, je l'ai peut-être perdu. Voilà, c'est une config map. Du coup, n'importe qui a besoin
d'une stack Arbor va pouvoir déposer la configuration de la registry qui va bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qui va bien? Ça veut dire qu'on l'a simplifié. Dans la config map, on lui dit quel driver on utilise pour la registry, si c'est du S3, si c'est du Swift, si c'est... D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter sur S3 et Swift. Si c'est du S3, si c'est du Swift, si c'est autre chose, c'est simplement une entrée à mettre dans une configuration. Et c'est assez explicite. Du coup, de la même façon, c'est APIfié parce que Kubernetes, etc. Je vous refais pas le discours. En l'occurrence, si la question était comment nous on gère le stockage pour notre produit, la réponse est le fun fact de on a essayé de le faire sur Swift en utilisant les drivers Swift de la registry. Très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes et on est passé sur S3. On n'est pas passé sur S3 d'Amazon, on est passé sur le proxy S3 d'OVH. OVH permet d'uploader des fichiers sur son object storage Swift à travers le protocole S3. Et finalement, on a branché ça comme ça et ça marche du feu de Dieu. Donc, tu es en train de me dire que ça marche mieux avec les proxy S3 sur Swift que directement sur Swift? Je te dis ça. Et heureusement que j'ai une réponse à ça. C'est que sur Swift, par défaut, la registry va faire du dynamic large object et ça ne fonctionne qu'avec du static large object. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour les connaisseurs, voici la raison. Merci beaucoup. Bon, bah, est-ce qu'il y aurait une autre question? On va attendre quelques instants. Non, a priori, je ne vois pas d'autres. Donc, merci encore une fois. Merci Pierre. Merci à vous d'être venu. Merci Et à on se tous. voit la semaine prochaine pour un autre Tech Talk. Merci beaucoup. À Au revoir. bientôt.